En décembre 1812, l'impensable vient de se produire. La grande armée de Napoléon, cette machine de guerre qui avait conquis l'Europe entière, a perdu près d'un demi-million de soldats dans les neiges russes. L'homme qui dictait sa loi à l'Europe depuis plus d'une décennie voit son empire vaciller pour la première fois. Mais ceux qui pensent que l'empereur des Français va courber l'échine se trompent lourdement. Dès son retour à Paris le 18 décembre 1812, Napoléon prend une décision qui stupéfie l'Europe. Il va reconstituer une nouvelle grande armée. Le 11 janvier 1813, un sénatus consulte mobilise 350 000 hommes. Ces chiffres font frémir. Comment la France, saignée par 20 ans de guerre, peut-elle encore fournir autant de soldats? Napoléon puise dans les réserves les plus profondes, 100 000 hommes des classes 1809 à 1812, 150 000 de la classe 1813 et 100 000 de la garde nationale. Ces jeunes recrues, que l'on surnomme les Marie-Louise du nom de l'épouse de l'empereur, ont à peine l'âge de porter un fusil. Beaucoup n'ont jamais quitté leur village natal. Ils vont découvrir la guerre dans sa forme la plus brutale. Mais Napoléon n'a pas le choix. L'Europe entière flaire sa faiblesse et se prépare à fondre sur la France comme des loups sur un animal blessé. Car de l'autre côté du Rhin, les chancelleries européennes bouillonnent d'activité. Le tsar Alexandre Ier, qui a vu Moscou brûler sous ses yeux, ne veut plus seulement repousser les Français. Il veut détruire l'empire napoléonien. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume III, rêve de venger l'humiliation d'Iéna. L'empereur d'Autriche, François Ier, hésite encore, mais la pression monte. Même son propre gendre, Napoléon, ne peut plus compter sur sa neutralité. Le 28 février 1813, la Prusse franchit le Rubicon en s'alliant à la Russie par le traité de Kalisz. Cette alliance stipule qu'aucune des deux nations ne peut négocier avec Napoléon indépendamment de l'autre. C'est le début de la 6e coalition, une alliance qui va grandir jusqu'à englober presque toute l'Europe. Pour la première fois, depuis le début des guerres révolutionnaires, la France va se retrouver seule face à un continent entier. Contre toute attente, Napoléon réussit l'impossible. En quelques mois seulement, il reconstitue une armée de 450 000 hommes. Cette résurrection militaire stupéfie ses ennemis. Comment l'homme qui a perdu la plus grande armée de l'histoire peut-il si rapidement remettre sur pied une force aussi considérable? La réponse tient au génie organisateur de l'empereur et à la fidélité du peuple français. Malgré les revers de Russie, la France révolutionnaire et impériale garde intact son potentiel humain et industriel. Les arsenaux de l'Empire tournent à plein régime. Les forges produisent canons et fusils jour et nuit. Les manufactures tissent les uniformes à un rythme effréné. Certes, cette nouvelle grande armée souffre de faiblesses criantes. Elle manque cruellement de cavalerie. La plupart des chevaux ont péri dans la retraite de Russie. Elle se compose principalement de jeunes conscrits inexpérimentés qui ne connaissent rien à l'art militaire. Beaucoup tremblent à l'idée de leur première bataille. Mais elle garde son atout maître, Napoléon Bonaparte, le chef de guerre le plus redoutable d'Europe. L'empereur décide de frapper vite et fort. Il ne peut laisser à ses ennemis le temps de parfaire leur coalition. En avril 1813, il quitte Paris pour rejoindre ses troupes en Allemagne. Cette campagne de Saxe va révéler que le génie militaire de Napoléon reste intact malgré les épreuves. Avec cette grande armée forte de 180 000 hommes, dont une moitié de non-français, il remporte 2 victoires éclatantes sur la coalition russo-prussienne. Le 2 mai 1813, à Lützen, près de Leipzig, il écrase les forces ennemies dans une bataille qui rappelle ses plus beaux exploits. Les 20 et 21 mai 1813, à Bautzen, à l'est de Dresde, il récidive en infligeant une nouvelle défaite aux armées coalisées. Ces victoires font sensation dans toute l'Europe. Le phénix napoléonien renaît-il vraiment de ses cendres? Les cours européennes, qui commençaient à célébrer la chute de l'ogre corse, déchantent brutalement. Napoléon Ier prouve au monde entier qu'il est encore une force à prendre au sérieux. Mais ces succès cachent des faiblesses structurelles qui vont bientôt se révéler fatales. Les victoires de Lützen et Bautzen, si spectaculaires soient-elles, ne résolvent rien. Pire, elles révèlent les nouvelles limites de l'art militaire napoléonien. À Lützen, Napoléon gagne la bataille, mais ne peut exploiter sa victoire. Le manque de cavalerie l'empêche de poursuivre l'ennemi en déroute.
Les armées coalisées peuvent se retirer pour se regrouper et revenir plus nombreuses. Cette faiblesse de la cavalerie française change tout. Napoléon avait l'habitude de transformer ses victoires tactiques en triomphes stratégiques, grâce à ses escadrons qui poursuivaient l'ennemi battu et l'empêchaient de se reformer. Désormais, chaque bataille devient un combat à recommencer. Les coalisés découvrent qu'ils peuvent perdre des batailles sans perdre la guerre. À Bautzen, le même scénario se répète. Malgré 2 jours de combats acharnés, Napoléon ne parvient pas à détruire l'armée ennemie. Ses jeunes conscrits se battent avec courage, mais ils manquent de cette expérience qui faisait la supériorité des grognards de la Grande Armée. Les pertes françaises sont lourdes pour des résultats décevants. Pire encore, chaque jour qui passe voit de nouveaux ennemis rejoindre la coalition. L'Autriche mobilise ses troupes et négocie secrètement avec les Alliés. La Suède, dirigée par l'ancien maréchal Bernadotte, se prépare à rejoindre la coalition. Même les alliés allemands de Napoléon commencent à douter. Les victoires, Heine des pas suivies, françaises, au lieu d'intimider l'Europe, la galvanisent contre l'empereur. Napoléon comprend qu'il ne peut continuer ainsi. Ses forces s'usent plus vite que celles de ses ennemis. Il a besoin de temps pour reconstituer sa cavalerie et former ses recrues. C'est pourquoi il commet peut-être l'erreur de sa vie en acceptant l'armistice proposé par ses adversaires. Le 4 juin 1813, l'armistice de Clausewitz entre en vigueur. Officiellement, Napoléon accepte cette trêve parce qu'il a désespérément besoin de renforts et de temps pour réorganiser ses forces. En réalité, il offre un cadeau inestimable à ses adversaires. Cette décision va s'avérer l'une des plus coûteuses de sa carrière. Pendant que l'empereur négocie à Prague dans l'espoir d'un accord de paix durable, ses ennemis mettent à profit ce répit pour transformer radicalement l'équilibre des forces. L'Europe s'organise méthodiquement contre la France. Chaque semaine, l'armistice renforce la coalition et affaiblit relativement la position française. Les Prussiens et les Russes en profitent pour refaire leurs forces. Leurs armées, épuisées par la campagne de 1812 et les premiers combats de 1813, retrouvent leur mordant. Plus important encore, ils voient se rallier à eux les Autrichiens et les Anglais, ainsi que les Suédois. L'ancien maréchal Jean-Baptiste Bernadotte, devenu prince héritier de Suède, apporte à la coalition une expertise militaire française retournée contre son ancien maître. L'Espagne, le Portugal et divers États allemands complètent cette coalition qui devient de jour en jour plus formidable. L'or britannique coule à flot pour financer cette alliance. La diplomatie anglaise multiplie les promesses et les garanties territoriales pour maintenir la cohésion du front anti-français. Mais le plus grave pour Napoléon, c'est la défection progressive de ses alliés allemands. Les princes de la Confédération du Rhin, qui lui devaient tout, commencent à lorgner vers la coalition. La propagande alliée les travaille au corps. On leur promet le pardon et le maintien de leurs États s'ils abandonnent la France. On leur fait miroiter les avantages d'une Europe libérée du joug napoléonien. Les chefs de la coalition se réunissent au château de Trachenberg pour élaborer une nouvelle stratégie visant à vaincre Napoléon. Cette réunion marque un tournant dans l'art militaire européen. Fini le temps où les généraux coalisés se jetaient naïvement contre le génie tactique de l'empereur. Ils ont appris de leurs défaites passées et élaborent un plan redoutable, le plan Trachenberg, l'intelligence collective contre le génie individuel. Le plan Trachenberg révèle la maturité militaire des coalisés. Ils décident de déployer un demi-million d'hommes dans 3 grandes armées. L'armée de Bohême, forte de 230 000 hommes, commandée par le maréchal autrichien Karl Philipp, Fürst von Schwarzenberg. L'armée d'Allemagne du Nord, forte de 140 000 hommes, commandée par le prince héritier suédois Charles XIV Jean Bernadotte. Et l'armée de Silésie, forte de 105 000 hommes, commandée par le général prussien Gebhard Leberecht von Blücher. Chaque armée est multinationale, afin de forcer la coopération entre les nations membres. Cette disposition ingénieuse empêche les défections isolées et crée une solidarité d'intérêts entre les alliés. Plus question pour l'un d'entre eux de faire cavalier seul ou de négocier séparément avec Napoléon. Mais la véritable innovation du plan Trachenberg réside dans sa stratégie opérationnelle. Les coalisés renoncent à affronter directement Napoléon. Ils ont compris qu'en bataille rangée, l'empereur garde une supériorité tactique qui peut compenser l'infériorité numérique.
Désormais, ils éviteront systématiquement le contact avec l'armée impériale et s'attaqueront aux maréchaux isolés. Cette stratégie d'évitement révèle une compréhension subtile de la psychologie napoléonienne. L'empereur ne peut être partout à la fois. En refusant la bataille décisive qu'il cherche constamment, les coalisés l'obligent à disperser ses forces. Ces maréchaux, privés de son génie tactique, redeviennent vulnérables. Le plan prévoit également l'utilisation massive de la cavalerie légère pour harceler les communications françaises et semer la désorganisation dans les rangs ennemis. Les Cosaques russes et la cavalerie prussienne vont jouer un rôle crucial dans cette guerre d'usure. Une fois que Napoléon eut rejeté les propositions de Metternich à Dresde le 26 juin 1813, l'Autriche rejoint officiellement la 6e coalition le 27 juin. Cette décision marque un tournant psychologique autant que stratégique. Marie-Louise, épouse de Napoléon et archiduchesse d'Autriche, ne peut rien pour empêcher cette trahison familiale qui brise le cœur de l'empereur. François Ier d'Autriche, beau-père de Napoléon, justifie sa décision par la raison d'État. L'Autriche a été battue 4 fois par la France depuis 1792 et n'est plus qu'une puissance de second ordre. Cette guerre offre une chance de retrouver son rang en Europe. Metternich, le rusé chancelier autrichien, a parfaitement calculé son coût. Le 12 août 1813, l'Autriche reçoit 500 000 livres sterling de Londres et déclare officiellement la guerre à la France. Cette déclaration de guerre bouleverse l'équilibre européen. Napoléon perd son dernier grand allié potentiel et se retrouve véritablement isolé face à toute l'Europe. Désormais, la coalition peut aligner près de 800 000 hommes contre les 400 000 Français. Cette supériorité numérique écrasante change la nature même du conflit. Il ne s'agit plus d'une guerre de mouvement où le génie tactique peut compenser l'infériorité des effectifs, mais d'une guerre d'usure où le nombre finit par l'emporter. L'entrée de l'Autriche dans la coalition a également des conséquences diplomatiques considérables. Elle encourage les États allemands, encore fidèles à Napoléon, à reconsidérer leur position. La Bavière commence à négocier secrètement avec les Alliés. Le Wurtemberg et même la Saxe, pourtant alliés fidèles de l'empereur, commencent à douter. Quand les hostilités reprennent le 10 août 1813, Napoléon découvre un paysage géopolitique transformé. Ses ennemis appliquent méthodiquement le plan Trachenberg. Ils refusent le combat quand l'empereur commande en personne et s'attaquent à ses lieutenants quand ils sont isolés. Cette stratégie porte rapidement ses fruits. Le 23 août, à Grossbeeren, le maréchal Oudinot subit une défaite cuisante contre Bernadotte. Ce qui rend cette défaite particulièrement amère, c'est que 10 000 soldats bavarois et saxons d'Oudinot se retournent contre lui en pleine bataille. La propagande alliée, qui appelle les supplétifs allemands à la désertion, commence à porter ses fruits. Le 26 août, sur la Katzbach, MacDonald essuie un revers contre Blücher. Le 30 août, à Kulm, Vandamme est battu par les Autrichiens et fait prisonnier avec une grande partie de son corps d'armée. Ces défaites successives des maréchaux isolés ternissent le prestige français et encouragent les défections. Napoléon tente de redresser la situation en remportant une brillante victoire sur Schwarzenberg à Dresde les 26 et 27 août 1813. Cette bataille rappelle ses plus beaux exploits. Combattant à 1 contre 2, l'empereur inflige une défaite sanglante aux Autrichiens et aux Russes. Mais cette victoire ponctuelle ne peut masquer la dégradation générale de la situation française. Car dès que Napoléon s'éloigne du théâtre principal, ses maréchaux subissent de nouveaux revers. À Dennewitz, le 6 septembre, Ney est battu par Bülow. Cette succession de défaites partielles érode lentement mais sûrement la puissance française. Chaque bataille perdue affaiblit le moral de l'armée et encourage les défections allemandes. L'automne 1813 voit s'accélérer l'effondrement du système d'alliance napoléonien en Allemagne. Le 8 octobre, par le traité de Ried, conclu en Bismarck secrète avec l'Autriche, le royaume de Bavière met fin à son alliance avec Napoléon. Cette défection frappe l'empereur comme un coup de tonnerre. La Bavière lui avait toujours été fidèle et constituait l'un des piliers de la Confédération du Rhin. Maximilien-Joseph de Bavière justifie sa volte-face par la nécessité de préserver son royaume. Les coalisés lui ont promis le maintien de son indépendance et l'intégrité de ses frontières. Face à la puissance grandissante de la coalition,
le roi bavarois fait le choix de la survie politique. Le 14 octobre, il déclare officiellement la guerre à la France. Son armée, forte de 36 000 hommes, se prépare à se joindre aux forces de la coalition. Cette trahison bavaroise fait tache d'huile. Le 3 novembre 1813, le roi de Wurtemberg rejoint à son tour les Alliés. Frédéric de Wurtemberg, qui devait tout à Napoléon, n'hésite pas à l'abandonner quand les vents tournent. Cette défection prive l'empereur de 25 000 soldats supplémentaires et ouvre une brèche dans son dispositif allemand. Même la Saxe, pourtant alliée la plus fidèle de Napoléon, commence à vaciller. Le roi Frédéric Auguste Ier de Saxe a conclu le 20 avril 1813 un accord secret avec l'Autriche qui promettait de lui rendre l'intégrité de ses États s'il se joignait à la coalition. Seule la présence physique de Napoléon en Saxe retient encore ce dernier allié. Ces défections en chaîne révèlent la fragilité du système napoléonien. L'Empire français reposait sur un équilibre complexe d'intérêts et de contraintes. Dès que l'étau se resserre, chaque allié fait ses propres calculs et privilégie sa survie à la fidélité. Cette réalité politique va s'avérer cruciale dans la bataille qui se prépare. À l'automne 1813, les trois armées coalisées convergent vers Leipzig, cette ville de Saxe située au cœur de l'Allemagne. Cette convergence n'est pas le fruit du hasard, mais résulte d'un plan soigneusement orchestré. Leipzig se trouve au croisement de plusieurs routes importantes et contrôle les communications entre l'Allemagne du Nord et du Sud. Napoléon flaire le piège mais ne peut l'éviter. Abandonner Leipzig signifierait perdre ses derniers soutiens allemands et laisser les coalisés maîtres de l'Allemagne centrale. Son allié saxon, le roi Frédéric Auguste, tient encore bon et l'empereur ne peut se résoudre à sacrifier ce dernier fidèle. Début octobre, Blücher et Bernadotte franchissent l'Elbe au nord pour marcher sur Leipzig. Schwarzenberg fait de même au sud-ouest, débouchant des montagnes de Bohême. Cette manœuvre en tenaille vise à encercler l'armée française et à lui livrer la bataille décisive que Napoléon a toujours recherchée, mais dans des conditions défavorables. L'empereur comprend l'enjeu. Il peut encore échapper au piège en se repliant vers l'ouest, mais ce serait avouer sa défaite et abandonner l'Allemagne sans combat. Napoléon choisit de relever le défi. Il donne l'ordre à tous ses corps d'armée de converger vers Leipzig pour livrer bataille. Du 13 au 16 octobre, les derniers préparatifs s'achèvent. Napoléon réussit à rassembler 185 000 hommes autour de Leipzig, un chiffre impressionnant qui témoigne de sa capacité d'organisation. Mais ce nombre reste largement insuffisant face aux forces colossales qui se massent contre lui. Car en face, c'est du jamais vu dans l'histoire militaire européenne. Les coalisés rassemblent Britanniques, Russes, Espagnols, Prussiens, Autrichiens et Suédois, fort de 300 000 hommes pour commencer, avec la perspective de renforts considérables. Pour la première fois, toute l'Europe est véritablement en armes contre la France. Le 16 octobre 1813, à 9 h du matin, sous un ciel bas et gris, strié de pluie, commence la plus grande bataille jamais livrée en Europe. Plus d'un demi-million de soldats venus de tout le continent s'apprêtent à s'affronter dans une mêlée gigantesque qui va durer 4 jours et faire plus de 100 000 victimes. Napoléon a disposé ses forces en arc de cercle autour de Leipzig. Au nord, Marmont et Ney, avec 40 000 hommes, font face aux 54 000 soldats de Blücher. Au sud, Victor, Poniatowski et Lauriston, soutenus par Augereau et MacDonald, alignent 100 000 hommes face aux 160 000 soldats de Schwarzenberg. Cette infériorité numérique criante ne décourage pas l'empereur, habitué à vaincre contre toute probabilité. Les premiers combats révèlent immédiatement la férocité de l'affrontement. Au sud de Leipzig, la bataille fait rage autour des villages de Watschau, Libertwolkwitz et Probstheida. Chaque maison devient une forteresse, chaque rue un champ de bataille. Le village de Wachau, défendu par les hommes de Victor, change de main plusieurs fois dans la journée. Les pertes sont effroyables des deux côtés. Au nord, Marmont tient bon face aux assauts répétés de Blücher. Le vieux maréchal prussien, surnommé Maréchal Forwards pour son agressivité, lance attaque sur attaque contre les positions françaises. Le village de Meukern devient l'enjeu d'un combat acharné. Les Prussiens l'emportent, le perdent, le reprennent dans un va-et-vient sanglant. Vers 11h30, Napoléon croit tenir sa chance. La grande armée semble avoir repoussé toutes les attaques des coalisés sur le front sud.
l'empereur décide de passer à l'offensive et lance une contre-attaque massive avec 12 000 cavaliers de Murat et 2 divisions de la Jeune Garde. C'est le moment où le génie tactique de l'empereur doit faire la différence et transformer une défense réussie en victoire éclatante. La charge française est d'une beauté terrifiante. Les escadrons de Murat, plumes au vent et sabres au clair, déferlant sur les lignes autrichiennes dans un tonnerre de sabots. L'infanterie de la Jeune Garde avance au pas cadencé, musique en tête, comme à la parade. Pendant quelques instants, on croit revivre les grandes heures d'Austerlitz ou d'Iéna. Mais les temps ont changé. L'ennemi encaisse le choc sans que sa ligne ne se brise. Les Autrichiens ont appris à former leur carré et à concentrer leur artillerie. La réserve de Schwarzenberg entre en action et stoppe net l'élan français. Cette contre-attaque, qui devait décider du sort de la bataille, s'épuise dans un déluge de feu et de fer. La bataille de Leipzig révèle l'évolution de l'art militaire vers une guerre d'artillerie généralisée. Napoléon doit renoncer aux manœuvres brillantes qui ont fait sa gloire pour se contenter d'un choc frontal appuyé par un déluge d'artillerie. Cette évolution marque la fin d'une époque et annonce les boucheries de masse du XXe siècle. Du 15 au 19 octobre, les batteries françaises tirent 220 000 coups de canon, un chiffre qui donne le vertige. Le 18 octobre seul, 95 000 projectiles pleuvent sur les lignes ennemies. Cette canonnade ininterrompue transforme la campagne saxonne en un paysage lunaire, criblé de cratères et jonché de cadavres. Un témoin rapporte qu'à Leipzig même, dans les caves où se terraient les habitants, il aurait été impossible de tenir un verre rempli d'eau tant le sol tremblait sous les détonations. Les vitres des maisons éclatent, les murs se lézardent, la terre elle-même semble convulsée par cette orgie de destruction. Cette bataille d'artillerie révèle les limites de la nouvelle grande armée française. Napoléon ne peut plus compter sur la manœuvre et la rapidité qui compensèrent jadis l'infériorité numérique. Ces jeunes conscrits, inexpérimentés, ne maîtrisent pas les subtilités tactiques des vétérans. Il ne leur reste que le courage et l'artillerie pour suppléer à leur manque de savoir-faire. Côté coalisé, on découvre que l'on peut tenir tête à Napoléon en acceptant des pertes massives. Cette découverte cruciale va changer la nature de la guerre européenne. La supériorité tactique française peut être neutralisée par la supériorité numérique et matérielle des coalisés. À la fin de cette première journée sanglante, aucun camp n'a pris le dessus décisif. Les Français ont perdu 20 000 hommes, les coalisés 30 000. Ces chiffres, énormes pour l'époque, ne représentent pourtant que le début d'une hécatombe qui va durer 3 jours encore. Le 17 octobre marque une journée d'accalmie relative sur le champ de bataille, mais chaque heure qui passe aggrave irrémédiablement la situation française. Cette pause dans les combats profite massivement aux coalisés qui voient affluer des renforts considérables. Les Alliés reçoivent l'appui de l'armée de Pologne commandée par Bennigsen, forte de 60 000 hommes, et de l'armée du Nord de Bernadotte, qui amène 70 000 soldats supplémentaires. Ces renforts portent l'effectif total des coalisés à plus de 400 000 hommes. Du côté français, seuls 14 000 hommes rejoignent l'armée impériale. L'arithmétique militaire devient impitoyable. Napoléon mesure parfaitement l'ampleur du défi qui l'attend. Il tente une dernière manœuvre diplomatique en faisant parvenir des propositions de paix aux souverains coalisés. L'empereur espère encore diviser ses ennemis en leur offrant des conditions acceptables. Mais il est trop tard. L'Europe a senti l'odeur du sang et veut en finir avec l'ogre corse. Alexandre Ier, François Ier d'Autriche et Frédéric Guillaume III de Prusse ne sont plus d'humeur à négocier. 20 ans de guerre les ont convaincus qu'aucun accord durable n'est possible avec Napoléon. Seule sa chute définitive peut garantir la paix en Europe. Les propositions françaises sont rejetées sans discussion. Dans Leipzig même, l'atmosphère devient suffocante. Les habitants se terrent dans leurs caves, terrorisés par le spectacle de cette concentration militaire sans précédent. Pas moins de 500 000 hommes se trouvent déconcentrés dans un rayon de quelques kilomètres autour de la ville. Cette masse humaine consomme d'énormes quantités de vivres et forage partout pour se procurer de l'eau. Le dispositif coalisé se resserre méthodiquement autour des Français, ne leur laissant qu'une seule issue de secours vers l'ouest, par la route de Landenau. Cette route devient l'obsession de Napoléon. Il sait que si elle est coupée,
son armée sera prise au piège et anéantie. Il renforce donc ce secteur crucial, avec ses meilleures troupes. Dans la nuit du 17 au 18, les chefs militaires coalisés peaufinent leur plan d'attaque. Ils ont maintenant une supériorité numérique écrasante et comptent en profiter pour écraser définitivement l'armée française. Le plan prévoit une attaque concentrique sur tous les fronts pour empêcher Napoléon de manœuvrer et de concentrer ses forces sur un point précis. Le 18 octobre 1813 restera dans l'histoire comme la journée où l'Europe a failli abattre l'Empire français. Cette journée concentre tous les drames de Leipzig. Combats titanesques, trahisons, héroïsme et tragédie se mêlent dans un spectacle d'apocalypse qui marque la fin d'une époque. Dès l'aube, les coalisés lancent leurs attaques sur tous les fronts. Au sud, Schwarzenberg engage 200 000 hommes contre les 90 000 Français de Victor, Poniatowski et Lauriston. Au nord, Blücher et Bernadotte alignent 150 000 soldats face aux 40 000 hommes de Marmont et Ney. Cette supériorité numérique de 3 contre 1 devrait normalement garantir la victoire aux coalisés. Mais les Français résistent avec un acharnement qui force l'admiration de leurs ennemis. Ces jeunes conscrits, que l'on disait incapables de se battre, prouvent qu'ils ont hérité du courage de leurs aînés. Sous la mitraille et les charges de cavalerie, ils tiennent bon et rendent coup pour coup. Au sud, la bataille fait rage autour des villages de Wachau, Lößnig et de Litz. Ces noms obscurs vont entrer dans l'histoire militaire européenne. Chaque hameau devient l'enjeu d'un combat désespéré. Les maisons changent de main plusieurs fois par heure. Les rues se jonchent de cadavres français, autrichiens, russes, prussiens, mélangés dans une fraternité macabre. Le combat dure 9 heures d'affilée, infligeant de lourdes pertes des deux côtés. L'artillerie autrichienne pilonne sans relâche les positions françaises. Poniatowski, le héros polonais, voit ses hommes fondre sous le feu ennemi, mais refuse de céder un pouce de terrain. Victor maintient coûte que coûte ses positions avancées, malgré des pertes effroyables. Au nord, Blücher lance ses Prussiens à l'assaut des faubourgs de Leipzig avec une rage vengeresse. Maréchal Forwards veut sa revanche pour les humiliations d'Iéna et d'Auerstedt. Ses soldats avancent en chantant des hymnes patriotiques allemands, galvanisés par l'idée de libérer leur patrie du joug français. Marmont et Ney organisent une défense héroïque dans les rues de Leipzig. Chaque maison devient une forteresse, chaque carrefour un point d'appui. Les combats de rue révèlent toute leur horreur. On se bat au corps à corps dans les corridors, on s'entretue sur les toits, on s'égorge dans les caves. Puis, vers 17 heures, survient l'événement qui transforme la bataille en cauchemar pour les Français. À Ponsdorf, au nord-est de Leipzig, la division saxonne commandée par Gustav Xaver Reinhold von Ryssel accomplit l'impensable. Elle change de camp en pleine bataille et retourne ses canons contre les Français. Cette trahison ne tombe pas du ciel. Elle résulte de mois de travail de sape de la part des agents coalisés. Les officiers saxons ont été approchés, soudoyés, convaincus que leur devoir patriotique était de libérer l'Allemagne du joug français. Certains ont des liens familiaux avec des officiers prussiens ou autrichiens. Le signal de la trahison se propage comme une traînée de poudre. Une brigade de cavalerie saxonne, commandée par le colonel Lindenau, se rallie aux Russes. Plus tard dans la journée, une brigade de cavalerie wurtembergeoise, commandée par Karl von Normann-Ehrenfels, passe aussi aux coalisés. Au total, près de 4000 Saxons abandonnent Napoléon au moment crucial. Cette défection ouvre une brèche béante dans le dispositif français que les coalisés s'empressent d'exploiter. Le général prussien Bülow lance immédiatement ses troupes à l'assaut de cette ouverture inespérée. Seule la cavalerie de Sionstian Nansouty, arrivée en extremis, parvient à contenir provisoirement cette hémorragie. Le village de Schönefeld, situé au nord de Leipzig, devient l'enjeu d'un combat apocalyptique. Il change de main pas moins de 7 fois dans l'après-midi. Chaque charge laisse le terrain jonché de cadavres. Les survivants, hébétés par l'horreur, se battent comme des automates dans ce paysage de désolation. Cette trahison saxonne sème la confusion dans le corps d'armée de Ney. Comment distinguer les alliés des ennemis quand les uniformes se ressemblent et que les anciens frères d'armes tirent maintenant sur vous? Cette incertitude paralyse les réflexes et désorganise les manœuvres françaises au moment le plus critique. Ceci donna l'expression « être comme un Saxon »,
pour se comporter en traître. Mais au-delà de l'anecdote, cette défection révèle l'effondrement de l'ordre napoléonien en Allemagne. Elle symbolise la bascule de l'espace germanique dans le camp des coalisés, qui atteignent ainsi un de leurs objectifs majeurs. Malgré la trahison saxonne et la supériorité numérique écrasante de l'ennemi, la Grande Armée ne s'effondre pas. Cette résistance héroïque force l'admiration même de ses adversaires. Dans cet instant critique, et alors qu'elle compte énormément de soldats inexpérimentés, l'armée française ne manifeste aucune panique et se signale par une discipline remarquable. Cette solidité témoigne de la qualité de l'encadrement français. Les officiers sortis du rang, forgés par 20 ans de guerre révolutionnaire et impériale, savent maintenir la cohésion même dans l'adversité. Ils donnent l'exemple en restant au plus près de leurs hommes, partageant leurs dangers et leurs souffrances. Au sud, Victor organise une retraite en bon ordre vers Leipzig malgré la pression autrichienne. Ses divisions reculent pas à pas, disputant chaque position, protégeant leurs blessés, maintenant leur drapeau. Cette retraite tactique révèle tout le professionnalisme de l'armée française, même dans la défaite. Poniatowski, le prince polonais, incarne cet héroïsme désespéré. Blessé plusieurs fois, il refuse d'abandonner ses hommes. Il sait que cette bataille décide du sort de la Pologne autant que de la France. Une défaite française signifierait l'anéantissement de ses rêves d'indépendance polonaise. Au nord, Marmont et Ney organisent une défense urbaine qui retarde considérablement la progression ennemie. Ils transforment chaque quartier de Leipzig en forteresse, obligeant les Prussiens à conquérir maison par maison. Cette résistance acharnée permet à Napoléon de gagner un temps précieux pour organiser sa retraite. La cavalerie française, malgré ses effectifs réduits, multiplie les charges désespérées pour ralentir l'avancée ennemie. Murat, le roi de Naples, déploie toute sa science équestre pour suppléer au nombre par l'audace. Ses escadrons chargent sans relâche, subissent des pertes énormes, mais maintiennent la pression sur l'ennemi. L'artillerie française tire ses dernières cartouches avec une précision meurtrière. Les canonniers, formés dans les meilleures écoles d'Europe, font payer cher chaque yard de terrain aux coalisés. Leurs batteries, disposées en échiquier, créent des zones de feu croisées qui hachent littéralement les colonnes d'assaut ennemies. Quand tombe la nuit du 18 octobre, le bilan de la journée est accablant pour les Français. Ils ont perdu 50 000 hommes, soit plus du quart de leurs effectifs. Les coalisés déplorent 60 000 pertes, mais ils peuvent se permettre ces saignées grâce à leur supériorité numérique écrasante. Au soir, 320 000 soldats coalisés convergent, autour de 170 000 Français quasiment à court de munitions. L'arithmétique militaire devient implacable. Napoléon ne peut plus espérer remporter la bataille. Il ne lui reste qu'une option, sauver ce qui peut l'être de son armée. Dans une auberge de Leipzig, l'empereur consulte ses cartes une dernière fois à la lueur vacillante des chandelles. L'homme qui avait dicté sa loi à l'Europe depuis 15 ans mesure l'ampleur du désastre. Autour de lui, ses maréchaux attendent ses ordres avec un mélange d'angoisse et de résignation. Murat, l'un des plus critiques, s'apprête à changer de camp pour sauver son royaume de Naples. Même les officiers polonais commencent à douter, hésitant entre leur fidélité à Napoléon et la sauvegarde de leurs hommes, maintenant que tout semble perdu. L'édifice impérial se lézarde de toutes parts. Napoléon prend la décision la plus difficile de sa carrière, ordonner la retraite générale. Pour un homme habitué à vaincre, cet aveu d'échec représente une déchirure personnelle autant que militaire. Mais l'empereur fait passer le salut de son armée avant son orgueil personnel. Les ordres de retraite se transmettent dans la nuit de bouche à oreille. Il faut faire traverser 170 000 hommes par un seul pont sur l'Elster, sous le feu de l'ennemi qui resserre son étau. Cette opération titanesque exige une coordination parfaite et beaucoup de chance. Dans la nuit du 18 au 19 octobre 1813 commence l'une des retraites les plus dramatiques de l'histoire militaire. La vieille garde passe en premier les ponts sur l'Elster pour s'établir à l'ouest devant Lindenau et sécuriser la route de fuite. Ces vétérans, ultimes fidèles de l'empereur, ouvrent la voie dans un silence funèbre. L'opération d'évacuation commence dans un ordre relatif malgré les circonstances dramatiques. Les unités d'élite passent en priorité, suivies par l'artillerie et les blessés. Napoléon organise cette retraite avec le même génie tactique qu'il déployait jadis dans ses victoires.
Chaque détail est prévu, chaque mouvement calculé. Mais dans Leipzig même, les combats de rue font rage avec une intensité redoublée. L'avant-garde alliée pénètre dans les faubourgs de la ville. Les Cosaques russes et les Jägers prussiens progressent de maison en maison, traquant les derniers défenseurs français. L'étau se resserre inexorablement autour des fuyards. Schwarzenberg commande l'attaque finale des coalisés. Ces colonnes convergent vers Leipzig en 5 directions différentes pour couper toute retraite française. Cette manœuvre d'encerclement, parfaitement exécutée, témoigne des progrès de l'art militaire coalisé depuis le début des guerres napoléoniennes. Les dernières heures de la bataille voient des scènes d'héroïsme et de tragédie qui marquent la fin d'une époque. Les grenadiers de la garde couvrent la retraite en se sacrifiant jusqu'au dernier homme. Ces géants à bonnet d'ourson, terreur de l'Europe pendant 15 ans, tombent un à un sur le pavé de Leipzig. Puis survient la catastrophe finale qui transforme une retraite difficile en désastre complet. Vers midi, lorsque la queue des troupes françaises passe encore le pont de l'Elster, celui-ci saute prématurément. Les causes de cette explosion restent controversées. Accident, sabotage ennemi ou ordre mal compris d'un sapeur français. Cette destruction bloque 15 000 hommes sur la rive orientale de l'Elster, qui sont soit massacrés, soit faits prisonniers. Parmi ces soldats pris au piège figurent certains des meilleurs officiers de l'armée française. Cette hécatombe prive Napoléon de cadres expérimentés qui lui manqueront cruellement lors de la campagne de France. Le spectacle de cette tragédie défie l'imagination. 15 000 hommes se retrouvent soudain coupés de toute retraite, face à une armée ennemie 10 fois supérieure en nombre. Certains tentent de traverser la rivière à la nage, mais peu y parviennent. D'autres se rendent après une résistance désespérée. Les plus déterminés préfèrent mourir les armes à la main plutôt que de subir la honte de la captivité. Parmi les victimes de cette tragédie figure le maréchal Poniatowski, mort noyé 3 jours après avoir été hissé à la dignité de maréchal d'Empire par Napoléon. Le neveu du dernier roi de Pologne paie de sa vie sa fidélité à l'empereur. Grièvement blessé, il tente de franchir l'Elster à cheval, mais sombre dans les eaux glacées sous le poids de ses blessures. Cette mort symbolise tout le drame de Leipzig. Poniatowski incarnait les espoirs des peuples opprimés qui avaient vu en Napoléon leur libérateur. Sa disparition marque la fin des illusions sur la mission civilisatrice de l'Empire français. Désormais, la France ne représente plus la liberté, mais l'oppression aux yeux de l'Europe. MacDonald réussit l'exploit de s'enfuir par la nage. On le retrouve nu sur l'autre rive, grelottant de froid mais vivant. Cette image saisissante du maréchal de France échappant à la mort par un exploit digne de l'Iliade résume toute la tragédie de Leipzig. L'Empire sombre, mais quelques héros survivent pour témoigner. D'autres généraux perdent leur vie cette retraite catastrophique. Claude-Charles Aubry de la Boucharderie, Louis-Alexandre Bachelet d'Ameville, Jean-Baptiste Nicolas-Henri Boyer, Christophe-François Camus de Richemont. Ces noms, aujourd'hui oubliés, représentaient l'élite militaire française forgée par 20 ans de guerre. Malgré la catastrophe du pont de l'Elster, Napoléon réussit l'exploit de sauver l'essentiel de ses forces. Il se replie vers le Rhin avec les restes de la Grande Armée, soit environ 100 000 hommes, dont de nombreux blessés. Cette retraite constitue un véritable miracle militaire compte tenu des circonstances. Ce sauvetage témoigne de l'exceptionnelle qualité de l'état-major français et de la discipline de l'armée impériale. Même dans la défaite, l'organisation napoléonienne fonctionne. Les services d'intendance évacuent les blessés, l'artillerie sauve ses canons, la cavalerie couvre les flancs de la colonne en retraite. Par chance pour les Français, l'armée coalisée, très éprouvée également, n'est pas en mesure de lancer une poursuite systématique. Les généraux alliés, échaudés par 20 ans de revers face à Napoléon, craignent encore un retournement de situation. Ils se contentent de harceler l'arrière-garde française sans risquer une attaque générale. Seuls des Cosaques et des troupes irrégulières poursuivent les restes de la grande armée. Ces cavaliers des steppes excellent dans ce type de guerre d'usure. Ils harcèlent sans relâche les traînards, coupent les convois, sèment la terreur dans les rangs français. Mais ils ne peuvent détruire une armée encore organisée. Cette poursuite mollie
permet à Napoléon de regrouper ses forces et de préparer la suite de sa retraite. L'empereur déploie tout son génie tactique pour transformer une déroute potentielle en retraite ordonnée. Il échelonne ses corps d'armée, organise des positions de repli, maintient la cohésion de ses troupes malgré l'adversité. Mais l'épreuve n'est pas terminée. Napoléon doit encore affronter les Austro-Bavarois qui tentent de lui couper la route à Hanau. Cette dernière bataille va révéler que l'empereur garde intact son génie militaire malgré les revers de Leipzig. La bataille de Hanau, dernier éclat du génie napoléonien. Du 30 au 31 octobre 1813, à Hanau, Napoléon livre son dernier combat sur le sol allemand. Cette bataille, souvent occultée par le désastre de Leipzig, révèle pourtant que l'empereur n'a rien perdu de son génie tactique. Face aux Austro-Bavarois qui lui barrent la route du Rhin, il remporte une victoire éclatante qui sauve définitivement son armée. Le général autrichien Red, à la tête de 45 000 Austro-Bavarois, s'est positionné près de Hanau pour intercepter la retraite française. Il compte sur la fatigue et la démoralisation des troupes napoléoniennes pour remporter une victoire facile. C'est mal connaître la capacité de résurrection de l'empereur dans l'adversité. Napoléon dispose encore de 80 000 hommes relativement en bon état. Malgré la défaite de Leipzig et les fatigues de la retraite, ses soldats gardent confiance en leur chef. Ils savent que face à Napoléon, l'ennemi n'est jamais sûr de vaincre, même dans les circonstances les plus défavorables. La bataille de Hanau rappelle les plus beaux exploits de l'empereur. En quelques heures, il perce les lignes bavaroises grâce à une manœuvre d'une audace inouïe. Ses canons, disposés en grande batterie, pilonnent les positions ennemies. Sa cavalerie charge avec un élan retrouvé. Son infanterie avance au pas de charge en chantant la Marseillaise. Cette victoire permet à Napoléon de déboucher vers le Rhin et de regagner le territoire français. Elle prouve que l'empereur garde intact son génie militaire et que la défaite de Leipzig ne résulte pas d'une incapacité personnelle, mais de la disproportion des forces en présence. Les Austro-Bavarois, qui croyaient cueillir un fruit mûr, subissent une défaite cuisante. Leurs pertes sont lourdes, leur morale anéantie. Cette leçon tardive leur rappelle qu'il ne faut jamais sous-estimer Napoléon, même dans l'adversité. L'aigle blessé garde ses serres. Mais cette victoire ponctuelle ne peut masquer la dégradation générale de la situation française. Chaque jour qui passe voit de nouveaux ennemis rejoindre la coalition. Les Pays-Bas proclament leur indépendance et adhèrent à l'alliance anti-française. L'empire napoléonien se délite de toutes parts. Les chiffres de Leipzig donnent le vertige et révèlent l'ampleur du carnage. En prenant une évaluation prudente de 140 000 victimes au total, la coalition aurait perdu 90 000 hommes tués, blessés ou disparus. L'armée française déplore 60 000 pertes, soit plus du tiers de ses effectifs initiaux. Ces chiffres font de Leipzig l'une des batailles les plus meurtrières de l'histoire européenne. Mais au-delà des pertes humaines, c'est tout un ordre géopolitique qui s'effondre sous les murs de Leipzig. Napoléon perd définitivement les pays qu'il contrôlait en Allemagne, ce précieux réservoir d'hommes et de chevaux qui alimentait ses armées depuis 15 ans. Cette perte stratégique hypothèque gravement ses chances de reconstituer une force militaire significative. L'empereur abandonne également dans les places fortes de Danzig, Glogau, Stettin, Dresde et Hambourg un peu plus de 100 000 hommes et 2 maréchaux de grande valeur. Davout, sûrement son meilleur tacticien après lui-même, et Gouvion Saint-Cyr, spécialiste de la guerre de siège. Ses officiers supérieurs lui manqueront cruellement lors de la campagne de France. La Confédération du Rhin, cette création napoléonienne qui restructurait l'Allemagne selon les intérêts français, se dissout comme un château de cartes. Elle est remplacée par la Confédération germanique, dominée par l'Autriche et la Prusse. L'Allemagne napoléonienne disparaît du jour au lendemain, balayée par le vent de la défaite. Cette transformation géopolitique a des conséquences durables sur l'équilibre européen. L'Allemagne découvre son unité dans la lutte contre l'oppresseur français. Ce réveil national allemand, né dans les plaines de Leipzig, va marquer profondément l'histoire européenne du XIXe siècle. Pour la France, Leipzig marque l'arrêt brutal de 20 ans d'expansion territoriale. Depuis Valmy, les armées françaises n'avaient cessé de repousser les frontières de la République puis de l'Empire.
Cette dynamique conquérante s'arrête net sur les bords de l'Elster. Désormais, il faudra défendre le territoire national contre l'invasion. Pour les coalisés, Leipzig représente bien plus qu'une victoire militaire. C'est la première fois qu'ils battent Napoléon dans une bataille rangée où il commande en personne. Le mythe de l'invincibilité napoléonienne s'effrite définitivement. Cette victoire psychologique a une portée considérable sur le moral des peuples européens. La bataille marque la réémergence de la Prusse en tant que grande puissance européenne après l'humiliation d'Iéna en 1806. Frédéric Guillaume III, qui avait subi les sarcasmes de Napoléon, prend enfin sa revanche. Cette résurrection prussienne va profondément modifier l'équilibre continental. L'Autriche retrouve également son rang de grande puissance après des années d'effacement. Metternich, l'artisan de cette restauration, peut enfin rivaliser d'égal à égal avec les diplomates français. Cette renaissance autrichienne complique singulièrement la tâche de Napoléon. La Russie confirme son statut de puissance européenne de premier plan. Alexandre Ier, qui a vu Moscou brûler, impose désormais sa volonté jusqu'au cœur de l'Allemagne. Cette projection de puissance russe vers l'ouest inquiète déjà ses alliés occidentaux, mais témoigne de la transformation de l'équilibre continental. L'Angleterre, bien qu'absente physiquement du champ de bataille, remporte une victoire stratégique majeure. Sa diplomatie patiente et son or ont permis de coaliser l'Europe contre la France. Cette réussite confirme la supériorité britannique dans la conduite de la guerre de coalition. Mais les vainqueurs eux-mêmes payent cher leur succès. Les Alliés, épuisés par 4 jours de combats acharnés, ne peuvent poursuivre efficacement les Français. Cette faiblesse permet à Napoléon de sauver son armée et de préparer la résistance sur le territoire national. Les conséquences géopolitiques durables. Leipzig transforme radicalement la nature des objectifs de guerre de la coalition. Jusqu'alors, les Alliés se contentaient de repousser l'empereur au-delà du Rhin et de restaurer l'équilibre européen. Désormais, ils sont décidés à l'écraser définitivement pour éliminer une fois pour toutes la menace française. Cette radicalisation des buts de guerre aura des conséquences durables sur l'histoire européenne. Les coalisés ne se contenteront plus d'un retour aux frontières de 1792. Ils veulent redessiner entièrement l'Europe selon leurs intérêts et châtier la France pour 20 ans d'hégémonie continentale. Cette volonté punitive explique la dureté des conditions imposées à la France lors des négociations ultérieures. Les Alliés veulent non seulement abattre Napoléon, mais aussi affaiblir durablement la puissance française pour éviter toute résurgence de ses ambitions hégémoniques. Pour la France, Leipzig marque le début de l'invasion du territoire national. Les armées coalisées franchissent le Rhin le 21 décembre 1813 et pénètrent en Champagne. Après 20 ans de guerre napoléonienne menées à l'extérieur, le territoire français va connaître les horreurs de l'occupation étrangère. Cette invasion révèle la vulnérabilité de la France face à une Europe coalisée. Malgré ses ressources considérables et son génie militaire, le pays ne peut résister indéfiniment à un continent entier. Cette leçon marquera profondément la stratégie française au XIXe siècle. L'effondrement de l'ordre napoléonien libère également les forces nationalistes à travers l'Europe. L'Allemagne découvre son unité, l'Italie rêve de résurrection, la Pologne espère retrouver son indépendance. Ces aspirations nationales, réprimées par l'Empire, refont surface et vont bouleverser l'équilibre européen. Au-delà de ces conséquences immédiates, Leipzig inaugure une nouvelle ère dans l'histoire européenne. Comme l'indique le nom, donné à cette bataille, c'est véritablement l'avènement des nationalités. Fini le temps des guerres dynastiques de l'Ancien Régime, où les souverains se disputaient des provinces comme des biens patrimoniaux. Désormais, ce sont des peuples entiers qui s'affrontent les uns aux autres au nom de leurs aspirations nationales. L'Allemagne découvre son unité dans la lutte contre l'oppresseur français. Ce combat révèle une dimension nouvelle de la guerre, la cristallisation du sentiment nationaliste qui donne au conflit une intensité inédite. Cette dimension nationaliste explique l'acharnement particulier des combats de Leipzig. Il ne s'agit plus seulement de conquête territoriale ou de rivalité dynastique, mais d'une guerre de libération des peuples opprimés. Cette nouvelle donne rend les conflits plus idéologiques, et donc plus meurtriers. Le réveil allemand ne fait que commencer. Cette prise de conscience nationale, née dans les plaines de Saxe,
va alimenter tout le XIXe siècle allemand. De Leipzig à Sedan en passant par les révolutions de 1848, une ligne directe unit ces manifestations du nationalisme germanique. Cette évolution inquiète déjà les observateurs lucides. Wellington lui-même s'alarme de voir naître une Allemagne unifiée qui pourrait devenir plus menaçante que la France napoléonienne. Cette intuition prémonitoire se révélera prophétique un siècle plus tard. La bataille de Leipzig fut ainsi la plus importante confrontation qui eut lieu en Europe avant les combats de la Première Guerre mondiale. Elle préfigure les guerres totales du XXe siècle par l'ampleur des moyens engagés, le nombre des belligérants et l'intensité des combats. La campagne de France, l'agonie héroïque de l'Empire. Après Leipzig, Napoléon doit livrer sa dernière et plus difficile campagne, défendre le territoire français contre l'invasion de toute l'Europe. La guerre se poursuit sur le sol national, dès janvier 1814 avec la campagne de France, ultime acte de l'épopée napoléonienne. Cette campagne révèle une dernière fois le génie militaire de l'empereur dans toute sa splendeur. Avec une armée de jeunes recrues inexpérimentés et largement dépassés en nombre, il obtient une série de victoires qui rappellent ses plus beaux exploits. Champaubert, Montmirail, Montereau, autant de noms qui redonnent espoir aux Français. Ces succès tardifs démontrent que Napoléon n'a rien perdu de sa science militaire. Même acculé à la défensive, même privé de ses meilleurs généraux, il trouve encore les ressources pour surprendre et battre ses ennemis. Cette dernière campagne constitue peut-être son chef-d'œuvre tactique, mais ses victoires ponctuelles ne peuvent compenser les pertes énormes subies en Russie et en Allemagne. L'arithmétique militaire rattrape inexorablement le génie stratégique. La France ne peut plus fournir les hommes et les ressources nécessaires pour tenir tête à toute l'Europe. Les jeunes conscrits de 1814, les Marie-Louise, malgré leur courage et leur dévouement, ne peuvent remplacer les vétérans perdus dans les neiges russes et les plaines saxonnes. Ces adolescents se battent avec un héroïsme désespéré, mais ils manquent de l'expérience qui faisait la supériorité de leurs aînés. Le pays lui-même commence à montrer des signes de lassitude après 20 ans de guerre ininterrompue. La conscription généralisée, l'augmentation des impôts, la disparition de la monnaie métallique pèsent lourdement sur une population épuisée par l'effort de guerre. Paris tombe le 30 mars 1814 malgré la résistance héroïque de ses défenseurs. Cette chute de la capitale symbolise l'effondrement final de l'Empire napoléonien. Pour la première fois depuis 1792, des troupes étrangères occupent la ville Lumière et dictent leurs conditions à la France. Napoléon, isolé à Fontainebleau, avec les derniers fidèles de la garde, mesure l'ampleur de la catastrophe. Ses maréchaux eux-mêmes l'abandonnent. La trahison de Marmont, qui livre ses troupes aux Alliés, porte le coup de grâce à un empire déjà moribond. Le 6 avril 1814, Napoléon abdique à Fontainebleau. L'homme qui avait dominé l'Europe pendant 15 ans se retrouve exilé sur l'île d'Elbe, souverain déchu d'un rocher méditerranéen. Cette chute vertigineuse trouve ses racines dans les plaines de Leipzig, où l'Europe entière s'était liguée pour abattre l'Empire français. L'intention initiale de Napoléon était d'abdiquer en faveur de son fils, le roi de Rome. Mais les puissances alliées exigent une abdication inconditionnelle qu'il signe le 6 avril 1814. Cette abdication sans condition révèle la détermination des coalisés à en finir définitivement avec la dynastie napoléonienne. Il fut exilé à l'île d'Elbe et la coalition victorieuse se réunit à Vienne pour commencer à planifier l'Europe post-napoléonienne. Le Congrès de Vienne va redessiner la carte européenne selon les intérêts des vainqueurs et tenter de restaurer un équilibre durable après 20 ans de bouleversements. Le traité de Paris du 30 mai 1814 ramène la France à ses frontières de 1792, effaçant d'un trait de plume toutes les conquêtes révolutionnaires et impériales. Cette humiliation territoriale s'accompagne d'une occupation partielle du territoire français par les troupes alliées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Congrès de Vienne sera brièvement interrompu par le retour de Napoléon lors des 100 jours. L'empereur n'a pas dit son dernier mot et va tenter une fois encore de défier l'Europe coalisée. Mais cette ultime aventure ne fera que confirmer les leçons de Leipzig. Le 1er mars 1815, Napoléon débarque au golfe Juan et entame sa marche triomphale vers Paris. Cette résurrection spectaculaire stupéfie l'Europe qui croyait en avoir fini avec l'empereur. En quelques jours, l'ogre de Corse redevient le père La Violette aux yeux des Français.
Cette popularité retrouvée révèle que Leipzig n'a pas entamé le prestige personnel de Napoléon en France. Le peuple français, lassé par la Restauration et humilié par l'occupation étrangère, accueille avec enthousiasme le retour de l'empereur. Cette fidélité populaire inquiète profondément les cours européennes. La 7e coalition se forme en toute hâte dès le 13 mars 1815. 6 jours avant que Napoléon n'atteigne Paris, les puissances au Congrès de Vienne le déclarent hors la loi et ennemi du repos public. Cette déclaration révèle la panique qui saisit l'Europe face au retour de l'empereur. 4 jours plus tard, le Royaume-Uni, l'Empire russe, l'Empire d'Autriche et le Royaume de Prusse parviennent à mobiliser 150 000 hommes dans l'immédiat, avec la perspective de lever bientôt 700 000 soldats. Cette mobilisation éclair témoigne des leçons tirées de Leipzig par les puissances coalisées. Les membres de la 7e coalition sont les mêmes qu'à Leipzig. Le Royaume-Uni, l'Espagne, la Russie, la Prusse, la Suède, l'Autriche, les Pays-Bas et de nombreux États allemands. Cette fidélité dans l'alliance anti-française révèle la solidité de la coalition forgée dans les plaines saxonnes. Napoléon comprend que sa seule chance de survie réside dans une victoire rapide et décisive. Il doit détruire les forces britanniques et prussiennes présentes en Belgique avant qu'elles ne soient renforcées par les contingents autrichiens et russes. Cette stratégie rappelle celle qu'il avait tentée en vain à Leipzig. La campagne de Belgique commence le 15 juin 1815 quand l'armée du nord de Napoléon franchit la frontière belge. Cette offensive fulgurante surprend les Alliés qui ne s'attendaient pas à une attaque si rapide. L'empereur retrouve brièvement l'initiative stratégique qui avait fait sa gloire. Le 16 juin, Napoléon remporte sa dernière victoire à Ligny contre les Prussiens de Blücher. Cette bataille rappelle les beaux jours de l'Empire, quand l'empereur écrasait ses ennemis par la manœuvre et l'audace. Mais cette victoire ponctuelle ne peut masquer la disproportion des forces en présence. Non. Le même jour, aux 4 bras, Ney affronte l'armée britannico-alliée de Wellington sans parvenir à la détruire. Cette demi-victoire révèle les limites de la nouvelle armée française, composée en grande partie de vétérans rappelés et de volontaires enthousiastes mais inexpérimentés. Le 18 juin 1815, l'engagement décisif a lieu à Waterloo. Cette bataille présente de troublantes similitudes avec Leipzig. Napoléon y affronte une coalition européenne supérieure en nombre, dans des conditions défavorables, avec une armée partiellement reconstituée. Durant toute la journée, sous les ordres de Napoléon, l'armée française s'épuise en attaques infructueuses contre l'armée britannico-alliée de Wellington. Cette tactique frontale rappelle les assauts stériles de Leipzig, où la supériorité numérique ennemie neutralisait le génie tactique français. Vers la fin de l'après-midi, les Prussiens de Blücher débouchent sur le flanc français, provoquant une panique qui balaie la grande armée. Cette intervention décisive rappelle l'arrivée des renforts coalisés à Leipzig, qui avait transformé une bataille indécise en déroute française. Waterloo confirme tragiquement les leçons de Leipzig. Une fois encore, Napoléon découvre qu'aucun génie individuel ne peut durablement résister à la coalition de toute l'Europe. Cette vérité stratégique, révélée dans les plaines saxonnes, trouve sa confirmation définitive sur le plateau belge. La défaite de Waterloo entraîne l'abdication définitive de Napoléon le 22 juin 1815. Cette fois, aucun retour n'est possible. L'empereur est exilé à Sainte-Hélène, où il mourra 6 ans plus tard en ruminant ses défaites et ses erreurs stratégiques. Le second traité de Paris du 20 novembre 1815 impose à la France des conditions plus dures que celui de 1814. Cette sévérité accrue révèle l'exaspération européenne face aux 100 jours et la volonté d'empêcher définitivement toute résurgence française. La France se retrouve ramenée en deçà des frontières de 1789, amputée de territoires conquis sous Louis XIV. Cette humiliation territoriale s'accompagne d'une indemnité de guerre de 700 millions de francs et d'une occupation de 5 ans. L'Europe fait payer cher à la France 23 ans d'hégémonie. Cette sévérité punitive trouve ses racines dans le traumatisme de Leipzig. Les puissances européennes ont découvert qu'unies, elles pouvaient vaincre la France, mais au prix d'efforts considérables et de sacrifices énormes. Elles veulent s'assurer qu'une telle épreuve ne se reproduira jamais. Leipzig marque un tournant décisif dans l'histoire européenne qui dépasse largement le cadre militaire. Cette bataille inaugure l'ère des conflits nationaux
et annonce les guerres totales du XXe siècle. Ces conséquences se font sentir bien au-delà de la chute de Napoléon. La bataille révèle l'évolution de l'art militaire vers des affrontements de masse où la supériorité numérique et matérielle l'emporte progressivement sur le génie tactique individuel. Cette évolution, amorcée à Leipzig, trouve son aboutissement dans les tranchées de 1914-1918. Point de finesse tactique avec une infanterie relativement inexpérimentée, mais au contraire l'émergence de l'artillerie comme reine des batailles. Cette arme devient centrale pour pilonner les forces adverses et préparer les assauts ou soutenir les défenses. L'emploi massif des tirailleurs se révèle également de plus en plus efficace. Cette transformation tactique reflète une évolution plus profonde de la société européenne. Les armées de métier de l'Ancien Régime cèdent la place aux armées nationales issues de la conscription universelle. Cette démocratisation de la guerre multiplie les effectifs, mais nivelle aussi la qualité des troupes. Leipzig préfigure également l'importance croissante de la logistique dans les conflits modernes. La capacité à équiper, nourrir et soigner des centaines de milliers d'hommes devient aussi décisive que la stratégie pure. Cette leçon marquera profondément l'évolution militaire du XIXe siècle. La bataille révèle enfin l'émergence de la guerre de coalition comme arme privilégiée contre les puissances hégémoniques. Cette stratégie d'encerclement diplomatique et militaire sera reprise contre l'Allemagne en 1914 et contre l'Axe en 1939. En Allemagne, Leipzig demeure gravé dans la mémoire collective comme la bataille de la libération, Befreiungsschlacht. Cette bataille symbolise le réveil de la conscience nationale allemande face à l'oppression étrangère. Cette interprétation patriotique marquera durablement l'historiographie germanique. Un monument colossal est érigé de 1898 à 1913 à Leipzig, sur le lieu précis de la bataille pour commémorer ce moment fondateur. Ce Völkerschlachtdenkmal, haut de 91 mètres, témoigne de l'importance symbolique de cet affrontement dans la formation de l'identité allemande moderne. En France, Leipzig reste paradoxalement moins connu que Waterloo dans la mémoire populaire. Pourtant, cette bataille marque le véritable début de la fin pour Napoléon. Waterloo ne fait qu'achever un processus de délitement commencé dans les plaines de Saxe. Cette méconnaissance relative s'explique par le caractère moins définitif de cette défaite. Moins connue en France que Waterloo, qui mit un terme définitif à l'épopée napoléonienne, la bataille de Leipzig ne constitue pas moins un événement majeur qui entraîna l'effondrement de l'ordre européen établi par Napoléon à partir de 1805. Cette bataille mérite donc une place de choix dans l'histoire des guerres napoléoniennes. En Russie, Leipzig symbolise la revanche d'Alexandre Ier après l'incendie de Moscou. Cette victoire confirme le statut de grande puissance européenne de l'Empire des Tsars et justifie les énormes sacrifices consentis en 1812. Cette fierté nationale russe perdure encore aujourd'hui. Pour l'Europe dans son ensemble, Leipzig représente un moment fondateur où le continent a découvert sa capacité à s'unir face à l'hégémonie d'une puissance unique. Cette leçon de solidarité européenne, née dans l'adversité, inspire encore les tentatives d'unification pacifique du XXe siècle. La bataille des nations résonne encore aujourd'hui comme le moment où l'Europe a dit non à l'hégémonie française. Pour la première fois depuis 1792, les grandes puissances européennes s'unissent efficacement contre la France révolutionnaire puis impériale. Cette union sacrée des monarchies européennes contre Napoléon préfigure les alliances du XXe siècle. Elle démontre qu'aucune puissance, même dirigée par le plus grand génie militaire de son époque, ne peut durablement dominer l'Europe entière. Cette vérité géopolitique, révélée à Leipzig, trouve des échos dans les tentatives hégémoniques ultérieures de l'Allemagne wilhelminienne, puis hitlérienne. Leipzig enseigne aussi que les empires, même les plus puissants, portent en eux les germes de leur destruction. L'orgueil de Napoléon, son refus de négocier quand il en était encore temps, sa tendance à sous-estimer ses adversaires. Autant de faiblesses qui ont contribué à sa chute et qui se retrouvent chez d'autres conquérants. L'armistice de Clausewitz reste dans l'histoire comme l'exemple type de l'erreur stratégique majeure. En accordant un répit à ses ennemis au moment où ils gardaient l'initiative, Napoléon leur a permis de s'organiser et de le submerger numériquement. Cette leçon résonne encore dans les états-majors modernes. Mais peut-être faut-il voir dans Leipzig autre chose qu'une simple défaite militaire.
Cette bataille marque l'émergence d'une Europe nouvelle, où les peuples prennent conscience de leur identité nationale. L'Allemagne découvre son unité dans la lutte contre l'oppresseur, la Russie affirme son rôle de grande puissance européenne, l'Angleterre confirme sa vocation maritime et commerciale. Napoléon voulait unifier l'Europe sous son sceptre par la force. Paradoxalement, c'est sa défaite qui permit aux nations européennes de trouver leur voie vers l'indépendance et l'unité. En ce sens, Leipzig n'est pas seulement la fin d'un empire, c'est la naissance de l'Europe moderne des nationalités. La bataille révèle également l'importance de la légitimité dans les conflits européens. Napoléon, malgré son génie, ne put jamais se défaire de son image d'usurpateur et de conquérant. Face à lui, les monarques légitimes purent mobiliser les peuples au nom de la libération et de la restauration de l'ordre traditionnel. Cette dimension idéologique du conflit annonce les guerres du XXe siècle, où les enjeux dépassent largement les questions territoriales pour toucher au fondement même de l'organisation sociale et politique. Leipzig inaugure l'ère des guerres totales où s'affrontent des visions du monde incompatibles. La leçon de Leipzig résonne encore aujourd'hui. Aucune nation, si puissante soit-elle, ne peut durablement imposer sa volonté à l'Europe entière. L'histoire européenne est faite d'équilibres subtils entre coopération et rivalité, d'alliance et de trahison, de rêve d'unité et de résistance nationale. Cette dialectique complexe trouve à Leipzig l'une de ses expressions les plus dramatiques. La bataille révèle également que les révolutions militaires, même les plus spectaculaires, finissent toujours par être assimilées et neutralisées par leurs adversaires. L'art de la guerre napoléonien, révolutionnaire en 1796, devient prévisible en 1813. Cette évolution constante de l'art militaire explique pourquoi aucune supériorité tactique n'est jamais définitive. Leipzig démontre enfin l'importance cruciale de l'intelligence collective face au génie individuel. Le plan Trachtenberg, élaboré en commun par les généraux coalisés, triomphe du génie solitaire de Napoléon. Cette victoire de la coopération sur l'autocratie préfigure les démocraties du XXe siècle face aux dictatures. Les défections allemandes de 1813 illustrent également la fragilité des alliances fondées sur la contrainte plutôt que sur l'intérêt mutuel. L'empire napoléonien, construit par la force, s'effondre dès que cette force faiblit. Cette leçon vaut pour tous les empires qui tentent de dominer par la coercition plutôt que par l'adhésion. En octobre 1813, dans les plaines brumeuses de Saxe, s'est écrite une page décisive de l'histoire européenne. Quand les canons se sont tus et que la fumée s'est dissipée, l'Europe avait changé de visage. L'ère napoléonienne touchait à sa fin, mais l'aventure européenne ne faisait que commencer. Cette bataille nous enseigne que l'histoire ne s'arrête jamais, que chaque fin contient en germe un nouveau commencement. La chute de Napoléon ouvre la voie à de nouveaux défis. L'émergence des nationalités, l'industrialisation, la démocratisation. Leipzig n'est pas seulement l'épilogue de l'épopée napoléonienne, c'est aussi le prologue de l'Europe moderne. Aujourd'hui encore, alors que l'Europe tente de s'unir pacifiquement, les leçons de Leipzig gardent leur actualité. Elles nous rappellent que l'unité européenne ne peut se faire contre les peuples mais avec eux, non par la force mais par la persuasion, non dans l'uniformité mais dans la diversité respectée. La bataille des nations nous enseigne finalement que l'Europe est plus forte unie que divisée, mais qu'elle ne peut s'unir que dans le respect de ses différences nationales. Cette vérité, payée au prix fort dans les plaines de Leipzig, guide encore aujourd'hui les tentatives d'intégration européenne. En ce sens, cette bataille d'octobre 1813 n'appartient pas seulement au passé. Elle continue de nous parler et de nous inspirer 2 siècles après que les derniers coups de canon se sont tus sur les champs de Saxe. Car Leipzig nous a appris que l'Europe peut être grande, mais seulement quand elle reste fidèle à elle-même.